Salut tout le monde. Aujourd'hui, ce sera pour une vidéo totalement impromptue parce que l'heure est grave, du moins à mon avis. Euh, j'ai cru comprendre qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas forcément inquiètes par rapport à la situation de Nassourdine Imavov. Mais moi, d'un point de vue UFC, d'un point de vue sportif, je suis inquiet. Même si je ne suis pas vraiment inquiet personnellement, pour être honnête, mais d'un point de vue du sportif, d'un point de vue de ce qu'il a accompli, d'un point de vue de tout ce qui a été fait, d'un point de vue de la hype, d'un point de vue du MMA français, personnellement, je suis inquiet. Et honnêtement, je n'ai pas le temps de faire une vidéo, de faire tout plein de montage. Donc aujourd'hui, j'ai des notes. Vous viendrez avec moi à travers les différentes étapes de ma recherche. À la fin de la vidéo, vous comprendrez pourquoi j'étais inquiet, même si des gens m'ont dit que je ne sais absolument rien de ce qui se passe. C'est pas un problème, c'est pas un problème. Mais ceux qui regarderont la vidéo, même s'ils ne sont pas inquiets, ils comprendront au moins mon processus de pensée et ils comprendront au moins mon processus de pensée et la recherche à travers laquelle je suis passé. Donc, je vais vous inviter à faire la recherche avec moi et on va comprendre ce qui se passe avec cette histoire de Caio Borralho, de Nassourdine Imavov, parce que honnêtement, j'ai aussi été surpris. C'est quelque chose que je n'avais pas vu venir. Et je vais finir en fait avec l'information qui me pousse à faire cette vidéo totalement pas prévue, totalement impromptue, que limite je fais en urgence. Pour faire ça, j'ai pris plein de notes, chronologie des événements, changement du discours du camp d'Imavov. Je n'ai rien contre eux, mais à un niveau, il faut qu'on donne notre avis. Je sais qu'en général, dans le MMA, les gens sont plutôt sensibles, mais moi, je ne le fais pas méchamment. Je donne juste mon avis par rapport au MMA. Il n'a aucune intention. Au contraire, je veux que Nassourdine Imavov réussisse. Donc, c'est pour ça, c'est dans cet esprit que je fais cette vidéo. Donc, si l'une des personnes de son camp voit cette vidéo, il ne faut absolument pas le prendre personnellement. Ce n'est que mon avis et j'ai toutes mes preuves ici. Donc, on va aussi parler du changement de discours de son camp. Et on va finir avec la bombe. Du moins pour moi, c'est une bombe. On va finir avec cette bombe, la vidéo. Donc, cette situation avec Caio Borralho a commencé en février 2025, comme vous pouvez le voir dans mes jolies notes. Donc, Caio Borralho a mentionné publiquement Nassourdine Imavov comme adversaire juste après le chaos d'Imavov sur Israël Adesanya le 1er février 2025 ou en début février. Et ça, c'était juste le début. Et honnêtement, ça sortait un peu de nulle part et personne n'a fait attention. Même le camp de Nassourdine, mais on va y passer après, n'a pas fait attention. J'y avais pas fait attention. Mais apparemment, ça s'est aggravé. Donc là, on va partir avec la toute première vidéo. Je pense qu'elle doit être juste ici, normalement, oui. Donc dans cette vidéo, on a notre cher Caio Borralho. J'ai activé les sous-titres en français. Bien sûr, je l'ai déjà regardé plusieurs fois pour savoir un peu ce qu'il disait, mais je vais passer quelques extraits avec lui pour que vous compreniez d'où est-ce que c'est sorti. De nulle part, c'est sorti. Le gars, il s'est levé un jour, Caio Borralho, et techniquement dans la vidéo, il a commencé par dire des trucs du genre ouais, les Dagestanais sont, ou du moins les Dagestanais ne sont pas fiers de Nassourdine Imavov. Je ne sais pas d'où est-ce que ça sort. Les gens devraient faire leurs recherches. Oui, Nassourdine Imavov est d'origine dagestanaise, a une affiliation à cette partie du monde, mais il a passé une bonne partie de sa vie en France. Donc, d'où est-ce que ça sortait? Je ne sais pas. Ici, là, du coup, j'espère que le son va fonctionner. I heard there's a little bit of beef between you and a French fighter by the name of Nassourdine Imavov. Yeah,
like I just heard the news that they offer us to fight. I said yes right away, and he came and said no. Then the UFC came to him and said, like, if you say no, you're not the next in line. Caio is gonna be ahead of you. And then he said, okay, I agree with that. So I don't know what this guy is thinking, you know, like people are saying like, oh, he finished it Cannonier. Like it was an early fucking finisher and he was losing the fight. After that, oh, he finished Adesanya. Okay. Ok. Donc, ce qu'il dit ici, c'est que l'UFC s'est levé un beau matin, a contacté Caio et aurait dit non pas Caio, a contacté Imavov et aurait dit en fait à Imavov, tu dois combattre Caio Borralho, si tu ne le combats pas, tu n'auras pas de chance à la ceinture. Et ça arrive après qu'Imavov ait mis KO Adesanya. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Oui, il se faisait battre au premier round, il se faisait dominer. Oui, même moi je suis d'accord, Nassourdine se faisait dominer. Mais quand on regarde le style de Nassourdine, c'est un combattant qui attend et qui a tendance à contrer. Donc c'est pour ça son surnom est le sniper. C'est de cette façon qu'il combat. Donc oui, Adesanya le dominait. Et au deuxième round, il a eu Adesanya. Oui, je suis d'accord, au premier round, Nassourdine se faisait dominer. Mais ça importe peu. Au final, il a gagné. Il a trouvé une façon de gagner. Et il parle aussi de Cannonier. Il parle de Cannonier en disant que quand Imavov a battu Cannonier, c'est un early finish, des trucs du genre. Il dit ça de Cannonier alors que littéralement, il a pris Cannonier après Nassourdine. Il a pris Cannonier après Nassourdine. Et là, je vais passer à son record. Et là, dites-vous, nous sommes en février 2025. Caio Borralho n'a plus combattu depuis le 24 août 2024. Donc, pour clarifier avec vous, voici ce qui se passait. Quand il faisait cette vidéo où il disait « Genre, je dois combattre Nassourdine Imavov », c'était 6 mois après avoir pris en griffe les restes de Nassourdine Imavov le 24 août 2024. Et il a pris un Jared Cannonier. Et moi, aujourd'hui, en faisant ma recherche, sur quoi je tombe? Je tombe sur un article venant d'Actu MMA qui nous dit en fait que Jared Cannonier dénonce les pressions de l'UFC avant son prochain combat à l'UFC 319. En griffe, Jared Cannonier dit que l'UFC est en train de le forcer à combattre Michael Venom Page à l'UFC 319. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que ici, quand on a Caio Borralho qui prend Jared Cannonier le 24 août 2024, après, je peux cliquez sur Jared Cannonier, vous verrez. Après, voilà, on est sur Jared. Après que Jared Cannonier ait perdu face à Nassourdine Imavov juste un mois avant. Regardez, Nassourdine Imavov combat Jared Cannonier le 8 juin 2024. Caio Borralho prend le même Jared Cannonier le 24 août 2024. À peine un mois ou 2 mois après, le bat. Et c'est ce Caio Borralho qui prend honnêtement les restes de Nassourdine Imavov. C'est lui qui est en train de nous faire cette vidéo 6 mois après, c'est-à-dire des mois après, il est en train de nous faire cette vidéo où il est en train de call out Nassourdine Imavov qui sort d'une victoire sur Jared Cannonier, d'un KO sur Adesanya. Et une fois de plus, regardons ce que Caio Borralho a fait 6 mois avant. Il a pris les restes... respectons Jared Cannonier, faudrait que j'arrête de dire ça, mais il a pris Jared Cannonier après Nassourdine Imavov. Avant ça, il nous prend Paul Craig, que l'imite Bo Nickal aussi a battu. Il nous prend Abus Magomedov en 2023. Il nous prend Oleg, désolé mec, je peux pas vraiment prononcer ton nom. Il nous prend Oleg, que je pense Chara Boulette, l'arnaque a battu aussi. Oui, Chara Magomedov. Donc, avant Jared Cannonier, ceux que Caio Borralho avait pris étaient techniquement des gens. Honnêtement, c'est ça. C'était des gens que l'UFC utilise pour booster. Par exemple, pour booster certains combattants. Par exemple, Paul Craig, il est dans cette catégorie. Il y a plusieurs catégories de combattants à l'UFC. En parenthèse, c'est pour ça que par exemple, vous avez des combattants comme Taylor Lapillus ou vous avez d'autres combattants qui se font techniquement en griffe renvoyée de l'UFC alors qu'ils n'ont pas forcément de mauvaises performances. Mais vous avez des gars
qui sont là en train de perdre, mais ils sont encore dans l'organisation parce qu'on les utilise en fait pour booster. Le Oleg en question, on l'a donné à Caio, on l'a donné à Chara parce que Caio et Chara sont des gars qu'on veut booster. C'est pour ça que sur Twitter, j'ai commencé par avoir cette mentalité, mais on va parler de mes tweets après. Avant Jared Cannonier, et là même, j'ai l'impression qu'il commence à mettre Jared Cannonier dans cette catégorie parce que l'article que je viens de vous montrer, où Jared littéralement est en train de se plaindre, est en train de se plaindre du fait que l'UFC le force. Donc c'est ça que Caio a fait. Caio en réalité, il n'a absolument rien fait. Donc ce gars, aujourd'hui nous sommes en juillet 2025, ce gars en réalité n'a pas fait grand-chose. Et j'ai encore une autre preuve. J'ai encore une autre preuve pour vous. Juste ici, venons ici. Ici, nous sommes sur Fight Matrix, qui techniquement prend des images des divisions à des temporalités différentes ou à des moments différents. Ici, c'est la photo de la division des poids moyens en août 2024. Nassourdine Imavov, à ce moment, était 6e, juste après avoir battu Jared Cannonier. Caio Borralho, à ce moment, avant de combattre Jared Cannonier, était 16e. Il n'était même pas dans le top 5, dans le top 15. Maintenant, partons au combat contre Jared Cannonier. On lui donne Jared Cannonier. Ouais, donc Jared Cannonier aussi est un peu dans cette catégorie des combattants qu'ils vont envoyer un peu en mode, ok, si on le bat, on peut propulser le gars qu'on veut propulser. Là, nous sommes au 1er septembre. La photo de la division au 1er septembre. Au 1er septembre 2024, Caio Borralho a pris 8 places après sa victoire face à Jared Cannonier, après que Nassourdine Imavov soit passé en griffe sur Jared Cannonier. C'est pour ça que je suis entièrement d'accord avec Nassourdine Imavov et son clan quand ils disent que ce gars n'est pas à notre niveau. Mais bien sûr, je vais vous expliquer comment on est venu à cette étape où là, Caio est littéralement au même niveau que Nassourdine. Donc, ce gars a pris 8 places après avoir juste fait ça. Après avoir juste eu ça. Donc, maintenant, la question que moi, je vous posais, c'est la question que je me suis posée, c'est d'où est-ce que la confiance, d'où vient la confiance de Caio Borralho pour qu'il prenne de telles décisions ou pour qu'il décide d'attaquer Nassourdine qui était déjà dans le top 3. Cette confiance vient uniquement quand l'UFC te dit un certain nombre de choses. Mais d'où est-ce que lui vient cette confiance? C'est sûrement parce que l'UFC le pousse. Et on peut le voir avec toute leur histoire de Fighting Nerd, leur clan et tout. C'est pour ça que je vanne un peu leur clan et tout. Parce qu'ils parlent de data, tout ça. Honnêtement, écoutez... Bref, je ne veux pas m'égarer. Ils ne font rien de révolutionnaire. Bref. Cette confiance vient chez certains combattants uniquement quand on leur dit un certain nombre de choses derrière. Et c'est ce que l'UFC fait. L'UFC, c'est là que j'ai compris que il fallait que Nassourdine Imavov, son clan, se positionne d'une certaine façon. Sinon, l'UFC cherchait en fait à les évincer. Donc, passons en fait à ce qui se passe après. Donc, mars-avril 2025, la tension monte. Borralho accuse à plusieurs reprises Imavov de le fuir. La couverture médiatique s'intensifie début avril. Borralho durcit ses propos et fait plusieurs interviews sur les réseaux sociaux. Imavov répond publiquement aux provocations de Borralho fin avril, expliquant qu'il vise un combat intérimaire pour le titre et que Borralho n'est pas sa priorité. Ok, ici, de quoi je parle? Je parle, par exemple, de ceci, de cette tweet. Je vais vous traduire ce qui se passe ici. Du jour au lendemain, Caio Borralho se lève, il dit l'UFC, et c'est ça en fait, il a vraiment cette confiance parce que l'UFC lui dit un certain nombre de choses. Ou du moins, l'UFC dit, hey, est-ce que tu veux combattre Caio pour la place du contender numéro 1? Honnêtement, Caio n'a rien fait pour avoir une place de contender numéro 1. Il n'a rien fait. Et là, il met French Pussy. Bref, je ne vais pas forcément traduire ça. Je pense que vous comprenez un peu. Soi-disant, Imavov aurait répondu, oh, je ne veux pas le combattre
Et mais en parenthèse, il est trop bon. Nah, gars, écoute, soyons sérieux. J'avais dit la même chose par rapport à Jamahal, mais soyons sérieux. Et l'UFC aurait répondu à Imavov, si tu ne le combats pas, il est le prochain, c'est-à-dire le prochain pour la ceinture. French, bref, ok, je ne vais pas le combattre. Et il ajoute en disant pousser. Donc techniquement, ce qu'il dit, c'est que l'UFC aurait contacté Imavov et lui aurait proposé Caio et Imavov aurait refusé. Et il a fait un autre tweet où il dit "This fucking French guy said no to fight me. He's a fucking pussy." Bref, vous comprenez un peu l'ambiance. En fait, Nassourdine Imavov a totalement eu raison de refuser ce combat parce que ça ne fait aucun sens. La position que Nassourdine a eue, il a eu en fait à la sueur de son front. Et ce gars on est juste en train de le pousser. C'est pour ça que quand les gens me disent « Oh, tu connais pas les plans de l'UFC ?» Même aujourd'hui, quelqu'un m'a dit « Oh non, tu sais pas de quoi tu parles. Oh, moi, ça me fait rire. » Bref, est-ce que j'ai une preuve? Techniquement, oui. Mais si avoir une preuve, c'est être dans la salle où ils font les combats. Non, j'ai pas de preuve. Mais j'ai déjà vu ces situations se produire plusieurs fois. Et là, c'est pour ça que je me suis dit, ok, je vais juste vous amener avec moi à travers ma recherche, même si la vidéo est longue, même si je ne peux pas faire de joli edit ou bien de joli montage, ce type de choses. On va juste y aller direct. Je sors le micro, la capture d'écran, on y va pour que vous voyez ce que je vois et pourquoi j'avais ce raisonnement sur Twitter. Donc, continuons. Donc, c'est ça, en fait, la confiance qu'avait Caio Borralho. Et il a eu cette confiance parce que l'UFC sûrement lui dit quelque chose. L'UFC sûrement contacte aussi le clan Imavov, mais de leur point de vue, c'est clair, ils vont pas tout nous dire. Mais j'ai une autre partie concernant le clan Imavov, on va y aller après. Donc là, c'est ça qui se passait en mars, avril, mai 2025. Mai 2025, Imavov poursuit cette discussion pour le titre. Borralho maintient la pression en critiquant le refus d'Imavov d'accepter le combat. Oui, c'est là qu'on a vu tous les tweets, tous les podcasts qu'il faisait, les tweets, les trucs Instagram, les podcasts qu'il faisait. Il a fait plusieurs podcasts aux États-Unis, ce type de choses. Et la rivalité gagne en popularité auprès des fans et des médias qui voient un potentiel combat éliminatoire pour le titre. Et c'est comme ça que ça se bâtit. C'est ce que je dis. Oui, j'aimerais rester dans le sportif. Oui, je suis aussi pour la méritocratie. Mais ce que tu dis sur les réseaux, ton image sur les réseaux, importe beaucoup dans les sports de combat. Je suis la première personne qui déplore un peu ça. Surtout quand on a des gars comme Caio qui peuvent juste se pointer, faire juste un maximum de bruit et bizarrement se retrouver dans la position dans laquelle ils veulent juste en faisant du bruit. Honnêtement. Donc là, ce que Caio a fait, c'est qu'il a mis dans l'esprit des gens, il a créé cette perception qu'il est au même niveau que Nassourdine Imavov. Et c'est totalement faux. C'est cette perception qu'il a créée en faisant juste du bruit, en faisant tout plein de problèmes, ce type de choses. Juin 2025. C'est là maintenant qu'on arrive en juin où ça devient très intéressant. Début juin, changement de situation, Imavov se retire de son rôle de remplaçant officiel pour le combat de Dricus du Plessis contre Khamzat Chimaev à l'UFC 319 afin de signer pour affronter Borralho. Et c'est là qu'on va rentrer un peu dans mes notes par rapport au changement de ton du clan Imavov qui sont juste en bas ici. Ah, ici j'ai mis le narratif du camp de Borralho, alors que non, ce sera le narratif du clan Imavov. Ok, nous sommes prêts. Donc, à mon avis, juste après sa victoire, ou du moins de ce que j'ai vu, juste après sa victoire face à Adesanya, même si personnellement je juge qu'ils n'ont pas totalement capitalisé, de février à avril 2025, ils avaient une certaine position qui était que ils ignoraient un peu Borralho. Juste après sa victoire face à Israël Adesanya avec le KO, Imavov était vu comme un des principaux prétendants au titre. Et c'est réel. Et je trouve que c'est là, à mon avis, et honnêtement, le camp Imavov n'a pas à le prendre personnellement, c'est juste mon avis.
Il faut bien qu'on donne notre avis. Il ne faut pas le prendre personnellement. Je veux qu'Imavov réussisse. C'est justement pour ça que je fais tout ça. Parce que ce sera bon pour le MMA français. Je juge que, honnêtement, c'est quelqu'un qui est bon. Il est talentueux. En fait, moi, bref, je ne vais pas encore rentrer dans toutes ces éloges d'Imavov, mais il faudrait que je le dise. Je juge qu'ils ont commis une certaine erreur stratégique avec cette histoire de se positionner derrière Khamzat en mode « Ah, c'est mon frère, ah, c'est ceci, ah, c'est cela, oh, Je comprends, en fait, je comprends le contexte. Je sais d'où est-ce que ça vient. Je sais que c'est culturel. Je sais que sûrement il s'apprécie comme personne. Et je sais aussi que Khamzat est très, très à fleur de peau avec ces trucs. Je pense qu'il s'est énervé une fois contre un gars parce que le gars en gris voulait sa place. Écoute, nous sommes dans une compétition. Il n'y a pas de frères. On s'aime et tout, mais il n'y a pas de frères. Et surtout, c'est pas bon de te positionner de cette façon. Il y a beaucoup de politique dans ce game. Il y a beaucoup de politique dans cette histoire de MMA, de UFC et tout. Et les gens sont à fleur de peau. Et si tu as l'UFC, tu as les performances, mais à chaque fois, ils te regardent, ils sont pas sûrs, ils sont pas sûrs, ils sont pas sûrs. Et ils commencent à te mettre des gars comme Caio. Tu ne peux pas te positionner comme ça. Je pense que ça, c'était une erreur stratégique du clan Imavov. C'était une erreur stratégique. Et après, on ira à mes tweets. C'est ce que j'ai mis dans mon tweet. Ça, c'était une erreur stratégique. Et c'est un peu là qu'ils ont perdu, en fait, la place par rapport à Khamzat. Parce que si ils avaient mis un peu la pression à Khamzat, quand Khamzat était soi-disant le prochain, mais n'était pas entièrement signé, oui, Khamzat, DDP, Dricus seraient sûrement arrivés, mais la perception aurait été que ils ont fait passer Khamzat avant Imavov, alors que Imavov mérite aussi, techniquement. Mais là, la façon dont ils se sont positionnés en mode Khamzat est mon frère, ils ont été un peu passifs par rapport à ça. En plus, ça arrivait à une époque où ils devaient capitaliser sur le chaos d'Adesanya. C'est là, en fait, qu'ils ont raté la fenêtre de tir. Parce que pour ce type de chaos, pour ce type de choses, il y a une certaine fenêtre de tir où tu dois aller à fond. À fond. Donc, je ne sais pas s'ils étaient aussi peut-être, je ne sais pas s'ils étaient aussi confus par rapport à la position à adopter. Parce que si ils allaient à fond, peut-être que Khamzat allait dire, tu essaies de me prendre mon pain, mais mon frère, en fait, c'est ça le truc avec Khamzat. Mon frère, écoute, on est dans une compétition. C'est chacun pour sa peau dans ce game. Genre, tu peux pas être là et être en mode dans les histoires de « Oh, c'est mon frère, non, tu peux pas. » Non, genre, on veut tous aller à la ceinture ici. Et tout le monde travaille depuis des années. Donc, tu peux pas être à fleur de peau comme ça, tu vois. Donc, c'est l'erreur, à mon avis, que le clan Imavov a commise. C'est mon avis. Donc, ils ont perdu la fenêtre de tir pour Adesanya. Et ils se sont aussi positionnés derrière Khamzat. Le problème avec ça, c'est que même si Khamzat aurait eu le combat, comme je disais, il aurait eu le combat dans une optique où les gens diraient « Ah ouais, Khamzat a eu le combat, mais ce serait divisé. » Oh, mais ils ont sauté Imavov a fait ceci. En fait, il y aurait ce type de débat. Mais actuellement, Khamzat a le combat parce qu'ils se sont positionnés comme « Oh, c'est mon frère » ou « Non, on va pas trop aller à fond, on va pas trop s'engouffrer dans la fenêtre de tir. » Là, maintenant, la conversation, c'est une histoire de Khamzat DDP et le gagnant de Khamzat DDP aura le gagnant de Caio Imavov. D'où est-ce que ça sort? Imavov est déjà le numéro 1. Il a mis KO Israël Adesanya, qui est le GOAT des middleweight. Après Anderson Silva, ou pour certains même devant Anderson Silva. De quoi on parle? Maintenant, Caio, dans la vidéo, il dit en mode « Ouais, Israël Adesanya, c'est un griffe, c'est n'importe quoi, qui est sur 3 défaites et tout. » Gars, t'aurais pas battu, frère, t'aurais pas battu Israël Adesanya. On essaie de nous faire passer Israël Adesanya maintenant comme un pêcheur, genre. Il y a un pêcheur, un gars qui, frère, même dans le premier round, Israël, comme on l'a dit, il était en train de saucer quand même Imavov, mais c'est le style d'Imavov. Il cherche sa fenêtre de tir. C'est pour ça son surnom est le sniper. C'est pour ça. Donc, c'est là en fait que ça a un peu changé.
En avril, Imavov explique ouvertement que les appels de Boralo relèvent d'une stratégie de carrière, disant notamment « il va dormir et on dira que c'est normal, il était classé numéro 1, il faut savoir être patient dans la vie, avancer petit à petit ». Et il avait raison. Il avait raison. Donc, la question est, comment on passe de cette déclaration d'Imavov sur Boralio à aujourd'hui où on nous dit ah ouais, ben il faut taper tout le monde pour aller à la ceinture et tout. Oui, ouais, mais tu avais déjà gagné ta place, frère. Tu avais déjà ta place. En mai, Imavov continue à ne pas s'intéresser à Boralio, se positionne comme remplaçant officiel pour le combat de championnat Dricus du Plessis face à Khamzat Chimaev à l'UFC 319, affichant clairement ses ambitions de titre. Oui, Imavov s'était déjà positionné. Et ici, il y a un article, compliment de la sueur. Donc ici, on a un article de la sueur qui nous dit le coach de Nassourdine Imavov évalue ses adversaires futurs. Et dans ce cas, on parle de monsieur Nicolas Hort, qui avait aussi raison de se positionner pour Khamzat et Dricus du Plessis. Parce que ici, si je lis bien, Nassourdine et son équipe savent que deux noms sortent du lot dans un futur proche. Ainsi, le sniper sera vraisemblablement, frère, les longs mots, bref, opposé à Dricus du Plessis pour la ceinture ou à Khamzat Chimaev pour le statut de contender numéro 1. Autrement dit, Nicolas Hort va avoir du pain sur la planche. Mais le travail d'analyse a commencé depuis bien longtemps. Écoutez, comment on passe de ça, où on a le coach de Nassourdine Imavov qui nous dit que Dricus et Khamzat, c'est la prochaine, ou Khamzat, c'est la prochaine étape. Comment on passe de son camp, qui a la même position, à juin 2025, changement stratégique, acceptation du combat contre Boralio. Et on nous dit, et honnêtement j'ai des doutes sur ça, et je pense que je vais aborder ça avant la fin, Imavov décide de se retirer de son statut de remplaçant pour le titre à l'UFC 319 et se concentre sur l'UFC Paris en affrontant Boralio. Ce choix est alors justifié par son équipe comme un mouvement stratégique. Mieux vaut rester actif en combattant Boralio que d'attendre une éventuelle opportunité comme remplaçant. Donc en juin, on a un changement total de position. Ils sont passés de la première position, ne calcule pas Boralio, qui était la bonne position, à c'est Imavov qui a refusé et tout. Il a juste refusé d'être le remplaçant. Même si techniquement, il nous disait que c'est quelque chose qu'il voulait faire, c'est quelque chose qui l'intéressait, etc., etc. On est passé de ça à, finalement, j'ai refusé d'être le remplaçant. Je préfère aller à l'UFC Paris face à Caio. Ok, écoutez. Ok, je vais juste y passer directement. J'espère ne pas totalement foutre en l'air le flow de ce que je voulais faire. Parce que ici, j'avais des articles. Nassourdine Imavov explique pourquoi il a refusé le combat face à Caio Boralho. C'était ça la position. Venant de Actu MMA, mardi 22 avril 2025. Ok, on continue. Une autre position, Nassourdine est-il réellement écarté du titre? Son équipe clarifie la situation. Ok. C'est ça. Dans cet article, ils disent, oui, une proposition de combat contre Caio a bien été transmise. Toutefois, nous sommes également en discussion autour d'un rôle de remplaçant. Pour le prochain combat pour le titre des poids moyens, une opportunité cohérente avec le parcours et les performances de Nassourdine ces dernières années. Et vous avez raison. Vous avez raison. Donc, ils ont toujours recherché cette position de remplaçant. Un autre article, Nassourdine Imavov vise ces deux adversaires pour son prochain combat. 17 avril 2025. Qui sont ces deux adversaires? Je suis sûr que c'est DDP
Dricus du Plessis et Khamzat Chimaev. C'est ça la réalité, c'est que nous, avec Nassourdine, on regarde de l'avant à partir de ce moment-là. Le travail qu'on fait est déjà spécifique parce que devant nous, il y a DDP ou Khamzat Chimaev. Donc la position était différente. Et oui, je vais y passer directement. Ok, Caio Borralho. Donc l'UFC a toujours cherché à leur mettre dans les pattes Caio Borralho. L'UFC était derrière Caio depuis le début. Depuis le début. Donc, moi, j'ai fait ce tweet récemment. Tweet dans lequel je disais l'UFC essaie clairement de mettre Imavov sur le côté pour Borralho. Je ne sais pas exactement pourquoi ils ont pris cette direction, mais Borralho perdra et le plan échouera. Oh, on a attrapé mon col. Ouais, tu sais pas de quoi tu parles. Tu penses que tu connais les plans de l'UFC. T'es un ouf, toi. Bref, vous pouvez aller dans les mentions. On a attrapé mon col. Moi, je suis le dit frère. Ok. Oui, je ne suis pas dans la salle où ils font les combats. Oui, tu as raison, frangin. Je ne suis pas là-bas. Mais j'ai déjà vu cette situation se répéter plusieurs fois. Crois-moi, je les ai déjà vus se répéter. C'est comme ça commence. On commence à te mettre des gares dans les pattes pour rien. Ce type de bêtises, ce type de merde. C'est ce qu'on te fait, ça. C'est comme ça commence à l'UFC. Et pour continuer, pourquoi, là, vous commencez à comprendre pourquoi j'ai fait ce tweet et pourquoi j'ai aussi fait ce tweet. Quand j'ai vu que Caio Borralho a eu la chance d'être le remplaçant tout en ayant une place à l'UFC Paris et soi-disant, on nous dit que Nassourdine Imavov aurait refusé d'être le numéro 1 ou d'être le remplaçant alors que là, vous avez vu dans des articles en avril, c'était les déclarations. Si on ne combat pas pour la ceinture, on sera remplaçant. Si on ne combat pas pour la ceinture, on sera remplaçant. Donc, Nassourdine aurait refusé ça. Il aurait refusé ça. Moi, je pense... Là, je réfléchis à comment je vais amener cette information ou je vais vous présenter mon avis. Je suis en train de réfléchir en temps réel là. Parce que, non, je vais d'abord parler de cette conversation intéressante que j'ai eue dans l'une de mes insomnies. Bah, c'était juste hier ou cette nuit. Il y a Younes Ben. Du moins, je suppose qu'il est du clan de Nassourdine Imavov ou qu'il serait même le manager de Nassourdine Imavov. Il est venu commenter sur mon tweet. L'UFC essaie clairement de mettre Imavov sur le côté. Il a commenté à la fin, on vous racontera la bonne narrative. En attendant, regardez faire. J'ai répondu. Ah, l'insomnie. J'ai répondu. On ne fait que ça, observer. Dans tous les cas, tout le meilleur à lui, il le fera. Je voulais m'arrêter là. Parce que j'avais encore des doutes. Je n'étais pas sûr, même si les gens disent « Oh, tu sais pas ce qui se passe à l'UFC, tu penses connaître les plans de l'UFC et tout. » Oui, est-ce que j'étais dans la salle quand l'UFC, Dana et la fine équipe magouillaient leur truc? Est-ce que j'étais sur la ligne quand ils appelaient le clan Borralho et Nassourdine? Non. Mais j'ai déjà vu ce type de scénario et tu peux voir clairement, quand tu regardes les médias, tu regardes les mouvements que fait l'UFC avec un combattant, tu peux déduire ces choses. Et c'était les déductions auxquelles j'arrivais. Et comme j'ai dit, on va finir avec une bombe qui va prouver en fait tout ce dont je vous parle actuellement. Donc moi je lui ai répondu, on ne fait que ça observer, dans tous les cas, tout le meilleur à lui, il le fera. Et ça vient du cœur. Tout le meilleur à lui, parce que je trouve que c'est totalement injuste ce qui se passe actuellement. Et il répond, jusqu'à il y a quelques semaines, Nas était backup. Oh, ok. La condition était que si personne ne se blesse, il prendrait Caio à Paris pour rester actif.
Oh, ok. Il a décidé lui-même de se retirer de ce rôle ingrat pour la ceinture. Ok. Il aura sa tête sur l'affiche, pas un astérisque. Ok. Bon. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Parce que c'était trop juteux. C'était trop juteux quand j'ai lu ça. C'était trop juteux. Donc, je voulais poser une seule question. J'ai dit, je vois, dans ce cas, quelle était l'alternative de l'UFC pour l'UFC Paris s'il avait accepté d'être le remplaçant? Parce qu'il y a une place de main event qui est d'expérience programmée et scellée d'avance par l'UFC. Il dit, ils auraient probablement décalé le co-main event. Le co-main en main event, j'imagine. Ok. Je ne peux pas t'affirmer des choses dont je n'ai aucune idée. Ok. C'est une supposition. Ok. J'ai envie de te dire que la situation est la même aujourd'hui si l'un des deux pull out, à moins qu'il ramène le bon vieux Sean à Paris. Très intéressant. C'est ce que j'ai dit. C'est très intéressant. Donc, il aurait mis Gustafsson et Fakhretdinov. J'ai rien contre ces deux messieurs, sûrement très sympathiques. Très sympathiques. Mais avoir Andreas et Rinat en main event à l'UFC Paris, alors qu'on n'a pas encore de combat pour BSD, aux dernières nouvelles, c'est très bizarre et c'est là que je vais vous expliquer mon raisonnement. Et avant de vous expliquer mon raisonnement, je vais mettre une petite annonce au clan, au clan Imavov. Ce n'est absolument pas personnel. Donc je dis c'est très intéressant. Donc ils auraient mis Gustafsson et Fakhretdinov en main event à Paris si Imavov avait accepté. Honnêtement, ce serait très grave de leur part et ça ne leur ressemble absolument pas. Merci de l'information, c'est très apprécié. Et c'est sincèrement très apprécié parce que je me rendais compte en temps réel que le co-main event qu'on a actuellement, c'est Andreas et Rinat. Ce qui change tout. Et je vais vous expliquer pourquoi ça change tout. Là, je suis en train de secouer ma tête. Ça change absolument tout. Et le cher Younes Ben, monsieur Younes Ben nous répond, non, BSD. Et moi, j'ai dit, mais BSD n'a pas encore de combat à 1 mois aux dernières nouvelles. C'est la partie qui me rend confus. Parce que là, j'étais en train de réfléchir. Je commençais à être très confus. Et il me met, ce sera annoncé cette semaine, sûrement des désaccords au niveau de l'adversaire. Ok, parfait. Maintenant, mon raisonnement. Et avant de vous donner mon raisonnement, voici mon petit message au clan Imavov. Ce que je dirai ensuite, ce n'est que mon avis. J'ai eu certaines informations. Oui, je n'étais pas avec vous. Mais j'ai de l'expérience sur comment l'UFC se positionne sur certains combats, ce type de choses. Donc, et aussi, oui, c'est très apprécié l'information que vous m'avez donnée. Mais quand vous me donnez, mais si j'ai une information, je dois ensuite réfléchir à l'information. Et au bout de cette réflexion, je donne une autre perspective qui est ma perspective et ce n'est absolument pas personnel. Tout le meilleur à Nassourdine Imavov et je veux qu'il prenne cette ceinture. Et voici ma réflexion. Donc aujourd'hui, on n'a toujours pas de combat pour Benoît Saint-Denis. Benoît Saint-Denis qui est avec Nassourdine Imavov et Cyril Gane et aussi Manon Fiorot. Ces 4 sont les seuls qui peuvent avoir des main events à Paris. Manon Fiorot, je ne pense pas qu'elle soit bookée. Il faudrait que je vérifie, mais elle n'est pas sur la carte de l'UFC Paris. Cyril Gane affronte Aspinal à Abu Dhabi, je pense. Donc, il ne reste que Nassourdine Imavov et BSD. BSD, nous sommes à 1 mois. Il n'a toujours pas d'adversaire, de combattant à affronter. Et l'UFC n'a pas l'air particulièrement pressé. N'a pas l'air particulièrement pressé pour lui en trouver un. Ou comme on l'a vu, comme M. Younes Ben nous l'a dit,
C'est peut-être lié à des accords au niveau de l'adversaire. Donc, il ne reste que Nassourdine Imavov. Et voici ma réflexion. Si Nassourdine avait accepté, c'est pour ça que j'ai posé cette question en haut ici, quelle était l'alternative de l'UFC? L'UFC sait qu'ils ne peuvent pas mettre une personne autre qu'un Français sur une carte de Paris. En main event à Paris, il y a tous les combattants français qu'on a. Ils le savent. Donc moi, ma réflexion, elle est celle-ci. Nassourdine Imavov, dès le début, il voulait éventuellement la place pour combattre face à DDP ou Khamzat. Et son deuxième choix, c'était la place de remplaçant. Maintenant, on nous dit qu'il a refusé ce travail, ce soi-disant rôle ingrat, qui est en réalité, oui, je suis d'accord, un rôle ingrat. Mais c'est un rôle que beaucoup de combattants prennent d'un point de vue stratégique, d'un point de vue politique, d'un point de vue perception. Dans 99% des cas, tu sais que tu ne vas pas combattre. Bon, là, on a Khamzat, donc ces 99% deviennent des 50%. Mais dans 99% des cas, tu sais que tu ne vas pas combattre. Mais, tu sais que si tu es le remplaçant, les chances sont très élevées que tu sois le suivant. On m'a déjà donné l'exemple de Gamrot, frère. Gamrot est dans un trou pas possible. Mais c'est le seul qui ne respecte pas cette règle. C'est le seul qui ne respecte pas cette règle. Ou peut-être l'un des rares. Mais en général, quand tu es remplaçant, tu es le prochain. Donc, si Imavov a refusé cette opportunité et a choisi l'UFC Paris, du point de vue de l'UFC, donc ils ont proposé à un combattant de haut calibre une place pour être remplaçant, mais ils n'avaient pas. Mais si Imavov avait accepté, ils n'avaient pas de remplaçant pour l'UFC Paris, parce que ils n'ont pas programmé Cyril Gane, Thomas Spinal pour l'UFC Paris, alors que ça aurait été un main event exceptionnel. Ils n'ont pas programmé Manon Fiorot, ils n'ont pas programmé BSD. Ils ont programmé Imavov, mais en même temps, un mois avant, ils lui proposent un remplacement. Et ils lui proposent plusieurs cuts ou bien plusieurs sèches avant l'UFC Paris. Il y a deux choses. Soit l'UFC cherche vraiment à mettre Nassourdine Imavov dans un bourbier pas possible, parce que ce n'est pas possible de proposer ça à un tel combattant et d'espérer le voir un mois après à Paris. Soit l'UFC n'a jamais proposé la place de numéro 1 de remplaçant à Nassourdine Imavov. Voilà, c'est dit. Voilà, c'est dit. Parce que je vois mal l'UFC mettre Caio Borralho, Imavov à l'UFC Paris et proposer une place de remplaçant pour ce combat à Imavov, place qu'il cherchait depuis, place que tout son clan, comme on en parle depuis maintenant des minutes, bientôt 1 heure qu'on en parle, cherchait. Je vois mal l'UFC faire ce type de manœuvre. Parce que là, le type de manœuvre qu'on nous dit que l'UFC a fait, c'est que si Imavov avait accepté, avait pris ce risque, il allait techniquement se préparer pour 3 combattants. Il allait se préparer pour Khamzat Chimaev, pour Dricus du Plessis et pour Caio Borralho. C'est ce qu'on nous dit. Parce que c'est techniquement ce qui arrive. Les combats se passent à 1 mois d'intervalle, 4 semaines d'intervalle. Il allait faire 3 camps d'entraînement. Après, on peut nous dire, ouais, il s'est pointé, il travaille tout, il se pointe. Et si ça se passe, ça se passe. C'est pas comme ça exactement que ça se passe. En plus, pour des combattants de ce calibre, c'est pas comme ça. C'est pour ça, comme je viens de le dire, première bombe, je n'y crois pas. Je n'y crois juste pas. Du moins, c'est dur à croire pour moi. Et si réellement, parce que après, si réellement c'est ce qui est arrivé,
l'UFC veut vraiment la tête de Nassourdine Imavov. C'est l'un ou l'autre. C'est l'un ou l'autre. Ils veulent sa tête. C'est l'un ou l'autre. Parce que s'il avait accepté, et il aurait potentiellement combattu, parce qu'on connaît tous Khamzat. Écoute, tu lances une pièce en l'air, c'est pile ou face. S'il va se pointer le jour du combat, limite. Si on avait eu le combat Dricus du Plessis face à Nassourdine Imavov, ou du moins si finalement il avait accepté et il devait combattre Dricus, donc l'UFC Paris n'a plus de main event. Et on se retrouve, puisque tous les autres combattants français n'ont plus de combat, on se retrouve avec ces deux messieurs que sont Andreas et Rinat Pakretdinov en main event en plein Paris. Et je vois mal l'UFC faire ce type d'organisation. Donc ce que je pense, ou du moins, une fois de plus, peut-être que je raconte de la merde. Peut-être même que je raconte de la merde. Mais quand je suis la logique de tout ce qui se passe depuis des mois, je pense que ce qui s'est passé, c'est que ils ont techniquement dit au clan Imavov, vous aurez Caio à Paris. Et c'est tout. Tu le prends à Paris, point final. Maintenant, Caio nous dit qu'il a obtenu le Saint Graal, le remplacement. De quelle autre preuve vous avez besoin pour savoir que ce gars Caio, qui n'a pas fait grand-chose en réalité, a le soutien de l'UFC. Je l'ai dit hier, on m'a dit « Oh, tu racontes de la merde, tu ne sais pas de quoi tu parles. » Ok. Ok. Pas de souci. De quelle autre preuve vous avez besoin que ce gars, je ne sais, bref, qu'il a le soutien de l'UFC. Et là, je vais finir, parce que ça prend beaucoup trop de temps. Je vais finir avec la bombe, en vous présentant d'abord qui est Monsieur Dean Thomas, ancien combattant de l'UFC. Ancien combattant de l'UFC. Et l'un des combattants qui est très proche de Dana White, comme vous pouvez le voir sur Google Images, vous pouvez le voir à l'écran, qui est un pote de Dana White, qui est consultant UFC, ESPN. Honnêtement, il ne dit pas grand-chose dans les trucs, mais écoute, il est pote à Dana White. Donc, on lui a trouvé une place là. Et la bombe est que, et pourquoi je me suis dit, ok, il faudrait que je rentre parler de ça, je ne sais pas exactement, parce que très souvent, j'aime bien faire du montage, tout ça et tout. Mais il faudrait juste que je rentre et je fasse quelque chose et que j'informe les poteaux, que j'informe tout le monde de ce qui se passe. Et c'est ceci. Écoutez avec moi. You can't fight for a title when no one knows how to pronounce your name. Like, it's just, you can't do it. Like, in fact, you need a nickname. Like, even with like Reiner de Ritter, like, we can't really say his name right, so we just call him RDR. You know what I'm saying? When you get a nickname or a shortcut to your name, that's when you know you're ready for a title. And Imavov ain't got that. Ok. Bien sûr, je l'avais déjà regardé, traduite et tout, ce début. Et j'ai trouvé ce début, ça ne fait aucun sens. Je vais vous expliquer ce qu'il vient de dire. Il vient techniquement de dire que quand tu veux combattre pour la ceinture, tu dois avoir, du moins il était sur le podcast de Mike Bone, et il dit, quand tu veux combattre pour la ceinture, tu dois avoir un surnom. Que par exemple, Renier de Rieder, ils ne peuvent pas vraiment prononcer son surnom. Et donc, il appelle juste RDR. Et il enchaîne en disant que il a du mal des fois à prononcer Imavov.
soyons sérieux, à quel point c'est compliqué de dire Imavov. Et c'est ce que je dis, il cherche des raisons. Et là, Dean Thomas, c'est un poteau de Dana White. Et c'est pas fini, je vais vous montrer d'autres extraits de la vidéo. Je l'ai regardé plusieurs fois, avec les sous-titres. Je vais vous mettre les sous-titres. Et je n'arrivais juste pas à croire ce que j'avais sous les yeux. Donc, techniquement, c'est sa raison. C'est comme ça que la vidéo commence. C'est sa raison pour justifier le fait que Imavov ne mérite pas sa place pour le titre. Ce qui confirme tout ce que je soupçonnais. Que l'UFC, pour une quelconque raison, ne veut pas d'Imavov, même s'il a gagné sa place. Pour une quelconque raison, ils ne veulent pas de lui. Pourquoi il vient et il dit ce type de choses? Pourquoi Imavov, c'est très simple à prononcer. Pourquoi il aurait besoin d'un surnom? Pourquoi? Pourquoi Imavov aurait besoin de surnom? Bref, maintenant je vais vous montrer d'autres extraits. Pour celui-ci, je vais mettre les sous-titres pour que même moi, il ne faudrait pas que je rate grand-chose. Donc, commençons. RDR getting the shot, but I don't want to do that right now because I really do believe that the winner of Caio Borralho and Imavov should get the title shot next. Ok, donc là, pourquoi les sous-titres ne viennent pas? Oh mon Dieu. Traduit automatiquement. Bah, traduit en français, frère. Ok. Donc là, il dit que le gagnant de Caio Borralho et Imavov devrait être le prochain pour la ceinture. Ok. I really do believe that. I know what RDR did was great, but you can't fight other divisions, all that when they need to have headlines and so on and so forth. And I'm just arguing for the case of RDR getting the shot, but I don't want to do that right now because I really do believe that the winner of Caio Borralho and Imavov should get the title shot next. I really do believe that. I know what RDR did was great, but you can't dismiss with what Caio Borralho did and what Imavov did, and then the fact that they are fighting each other and not sitting around and waiting. Like, you gotta really give them a little credit and say, you know what, you guys deserve it. I agree. I do agree on paper. I just Techniquement, il dit, je ne sais pas pourquoi les sous-titres ne fonctionnent pas, mais on va juste continuer comme ça. Techniquement, il dit que Imavov et Caio, le gagnant, devraient affronter le gagnant de Khamzat et Dricus. Juste là, ça allait encore. On va continuer la partie, moi, qui m'a vraiment choqué. wonder. It doesn't seem like the UFC is like super high on Nasruddin. Like, Ok. Donc là, Mike Bohn lui dit oui, je comprends ce que tu dis, mais je n'ai pas l'impression que l'UFC est particulièrement enchanté à l'idée d'avoir Nasruddin Imavov dans un combat pour la ceinture. Et regardez la réaction épidermique de Dean Thomas, l'ami de Dana White. Épidermique, littéralement comme si on lui avait renversé de l'eau chaude sur le corps. Regardez-moi ça. just the No, way, hell no. you know, Why? I mean, he- no. yeah, well, it was a struggle to get this fight with Kyle Busch. Vous me voyez ça? Après ce que Mike Bohn vient de lui dire, il dit oh non, non, jamais, jamais. Oh, jamais, putain de merde, jamais, ça va jamais arriver. Et c'est ce qu'on disait. On m'a dit sur Twitter, oh, tu sais pas de quoi tu parles. D'où est-ce que tu penses que patati patata tata. Faut vous tirer quoi de cette réaction de Dean Thomas quand on lui dit Nasruddin Imavov dans un combat pour le titre? Peut-être que des gens n'ont pas ce type d'expérience. Je sais que le sport est nouveau pour beaucoup. Mais moi, au risque de me répéter, ça fait au moins une décennie, même plus,
Ça fait plus d'une décennie. Des fois, il faudrait que je calcule mieux les années. Mais ça fait plus d'une décennie que je suis ce sport régulièrement. Ou au minimum semi-régulièrement. Et j'ai déjà vu cette tactique. Donc, quand moi, j'ai vu cette vidéo de Dean Thomas, ce n'est même pas un podcast que je suis, en fait. J'ai juste vu un post sur Twitter. Je me suis dit, ah, c'est intéressant. J'ai cliqué dessus. Ah, mon Dieu. Totalement en anglais. On m'a dit on va devoir mettre les sous-titres. Bizarrement, les sous-titres fonctionnaient sur mon portable, mais là, je suis sur l'ordinateur, ça ne fonctionne pas, mais j'ai vu plusieurs fois ce qu'ils avaient dit et c'est ça qui m'a choqué. Moi, c'est cette partie exactement qui m'a choqué. La réaction épidermique qu'il a eue. Oh non, 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 non. Et c'est ce que je disais sur Twitter. Quand j'ai fait ce tweet, c'est ce que je voulais communiquer. Je ne veux pas être chiant, mais on a averti sur les manœuvres de Caio et Khamzat depuis des mois. Caio prend de la place dans la perception du public avec juste des podcasts. Et j'ai détaillé là où je pense que le clan Imavov n'a pas bien joué les cartes. Chaos sur Adesanya n'a aucune capitalisation réelle de cet événement spécial. Les histoires de Khamzat et mon frère, tu te positionnes derrière Khamzat dans la hiérarchie quand tu dis ces trucs-là, surtout quand l'UFC cherche des raisons de t'évincer. Accepter ensuite Caio Borralho, ça élève Caio à ton niveau. Qui n'a pas fait grand-chose à son... Qui n'a pas fait grand-chose? Caio n'a pas fait grand-chose, comme on en a parlé plusieurs fois. Se fait court-circuiter et enfin se fait court-circuiter pour le remplacement par Caio. Caio passe devant dans la perception collective pour le titre. On m'a dit non, il ne s'est pas fait court-circuiter, il a refusé. Frère. Ça fait des années qu'on suit ce sport. Ça fait des années qu'on suit le chauve Dana White et toute sa fine équipe. Vous avez vu la réaction de Dean Thomas. On sait comment ces gars-là bougent. On sait comment ces gars-là avancent leur pignon. On le sait. On le sait. On le sait. Oh non, il a refusé et tout. Je vous ai déjà dit. Je vous l'ai déjà dit. Je ne pense pas qu'il a refusé. Du moins, il faudrait qu'on me donne les preuves. Si on me donne les preuves, il n'y a pas de souci. Mais si on me donne les preuves réellement, il a refusé, je vais alors passer directement à l'UFC veut définitivement sa tête. Parce que pourquoi tu proposes un remplacement à un gars en le programmant pour l'UFC Paris juste après? C'est l'un ou l'autre. C'est l'un ou l'autre. C'est un entonnoir. On ne peut pas s'en sortir. On ne peut pas s'en sortir. On me dit, il a refusé. J'ai dit, il s'est fait court-circuiter. Il s'est fait court-circuiter. Il s'est fait court-circuiter. Et vous me voyez cette réaction épidermique de Dean Thomas. Je vais encore vous mettre ça. Oh non, 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 on peut pas avoir Nassourdi. On peut pas avoir Nassourdi en main event. Ah non, face à Dricus ou Khamzat. Non, jamais. Regardez. But you can't dismiss with what Kyle Bahayo did and what Imavov did, and then the fact that they are fighting each other and not sitting around and waiting. Like, you gotta really give them a little credit and say, you know what, you guys deserve it. I agree. I do agree on paper. I just wonder. It doesn't seem like the UFC is like super high on Nasruddin. Like just the way. Hell no. You know, Oh non, 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 on peut pas yeah, avoir. it was a struggle. To Oh, get this jamais, fight. jamais, 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 on peut pas avoir Nassourdi. Oh, absolument pas. Oh mon Dieu. Vous me voyez ça? Est-ce que vous me voyez ça? C'est de ça que je parle. C'est exactement de ça que moi je parle. Et je pense qu'il dit encore une dinguerie après. Sur mon portable, croyez-moi, j'ai fait des captures d'écran. Je vais sûrement les poster après sur mon Twitter. Mon Twitter, c'est Obsession MMA. Vous pourrez les voir. Je vais les traduire et sûrement les poster sur mon Twitter. Mais oui, c'est ça la situation actuelle de Nassourdine Imavov. J'ai même plus besoin de lire toutes mes autres notes parce que j'en ai pris plusieurs et tout. Mais là, on est en train d'aller sur plus d'une heure selon mon minuteur ici. Et c'était long. On va s'arrêter là. Mais j'aimerais finir en disant
en revenant à mon tweet que j'ai fait, l'UFC essaie clairement de mettre Imavov sur le côté pour Borralho. Je ne sais pas exactement pourquoi ils ont pris cette direction, mais Borralho perdra et le plan échouera. C'est vraiment ce que je souhaite à Nassourdine Imavov. J'espère qu'il battra à l'UFC Paris. Honnêtement, je n'ai pas encore fait d'analyse pour ce combat. J'ai juste pas le temps, honnêtement. J'ai pas eu le temps de faire une analyse, vraiment me plonger. Parce que moi, quand je fais une analyse, je veux vraiment aller au fond des choses. Je veux pas juste dire, ah non, c'est un lutteur, c'est un combattant. Oh, je pense que ça va bien se passer. Ok, bye les gars. Non, j'aime bien aller au fond des choses. Donc, j'ai pas encore fait d'analyse, mais du peu que j'ai vu, je pense que Nassourdine peut battre et va battre Caio Borralho. Après, ça reste du MMA. Est-ce que Caio peut gagner ou juste la résistance de Caio peut... Oui, c'est possible. Mais je peux vous dire que si ça arrive, Nassourdine devra refaire tout le travail de zéro. Et c'est pour ça que c'est important de saisir certaines fenêtres de tir quand elles se présentent. La fenêtre de tir du Chaos sur Adesanya, elle était parfaite. Quelqu'un m'a aussi parlé de l'anglais de Nassourdine. Oui, c'est un problème, mais il y a beaucoup de combattants qui ne parlent pas anglais, mais qui s'en sont souvent bien sortis. Honnêtement. Donc, c'est surtout ça. Et ça a pris du temps, mais je voulais qu'on passe à travers tout mon raisonnement, qu'on recherche ensemble. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Si vous avez aimé ce format, on pourrait le faire parce que c'est ce que je fais d'habitude quand je suis tout seul. Dites-le moi dans les commentaires si vraiment vous aimez ce long format où on fait des recherches ensemble, on cherche des choses ensemble. Si vous avez aimé cette vidéo, aimez, likez, partagez. Donnez-moi vos avis, vos théories dans les commentaires. Bien sûr, si vous aimez ce format, vous en voulez plus, on peut le faire ensemble, on peut en faire plus. Dites-le moi dans les commentaires. Et on se dit à la prochaine. Mais sur mon Twitter, je vais sûrement poster des clips de cette interview entre Mike Bohn et Dean Thomas pour que vous le voyez. Donc, rejoignez-moi sur mon Twitter. Suivez-moi sur mon Twitter. C'est Obsession MMA. Logo orange avec du noir, c'est bien moi. Abonnez-vous et sûrement le temps que vous me suivez ou que vous me trouvez sur Twitter, j'aurai déjà posté ces vidéos ou du moins cette traduction. Sur ce, on se dit à la prochaine. Bye.